Salut! J'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas trop la forme. C'est pas la forme du tout même, mais bon. Fallait s'y attendre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format qui s'appelle les chit-chats, tout simplement. Et celui-là est particulier parce que c'est le chit-chat qu'on va appeler Bienvenue dans mon monde, où je vais essentiellement parler de mon rapport à l'art et aussi ma relation avec l'harcèlement, c'est-à-dire à quel point je me suis fait harceler et à quel point l'art a pu me sauver la vie d'une certaine manière. Et du coup, on va aborder tout ça aujourd'hui. Et en attendant, je vous laisse avec l'intro. Rod Flickster. Rod Flickster. Donc, dans cette vidéo, on va parler de mon rapport à l'art, pourquoi je me bats encore tous les jours aujourd'hui, malgré tous mes autres problèmes, pour en faire mes forces et mon métier, et en quoi, comment dire, m'a aidé à survivre jusqu'ici, en fait, tout simplement. Parce que sans l'art, franchement, je sais pas où je serais à ce moment-là de ma vie. Ça fait longtemps que je les ai, ces aspirations, je les ai depuis que j'ai 5 ans. Je me souviens quand j'ai pris un crayon dans les mains avec l'idée en tête pour la première fois de faire quelque chose de propre. Je devais avoir 5 ans. Ouais, ça 5 ans parce qu'on venait de déménager là où j'habite à Rouen. Et c'était ma première fois que je voulais faire quelque chose de propre. J'étais assise sur mon banc en bois massif assorti à la table à manger qu'on avait à l'époque. J'ai d'ailleurs réussi à garder l'un de ces bancs à l'heure actuelle. Vraiment, c'était la table de mon enfance. Et je m'asseyais ici tous les soirs pour faire mes devoirs avec ma maman. Et la première fois que je me suis dit, je vais faire un truc propre, let's go, j'ai pris ma BD Bob l'éponge que j'avais à l'époque. Et j'ai commencé à recopier, à essayer de recopier, pas en faisant du calque, vraiment en ayant ma feuille là et la BD à côté. J'ai essayé de recopier les personnages au propre et franchement c'était pas dégueulasse. Hein. Donc après mes personnages de Bob l'éponge terminés, je les ai montrés, fière de moi, à la personne qui deviendra aussitôt ma fan numéro 1, ma maman. Et bien évidemment, comme la meilleure mère du monde qu'elle était, elle a tout de suite dit « Waouh, c'est trop bien et tout, gna 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 et tout ». Donc franchement, ça a validé mon aspiration tout simplement. Et j'avais déjà le sens du partage pour faire plaisir à ce moment-là parce qu'une fois terminé, je me suis empressée de demander de l'aide à ma petite maman. C'est comme ça que je l'appelais, ma petite maman d'amour. Je lui ai demandé son aide pour écrire une lettre à ma seule grand-mère. Ignorant consciemment à présent mon existence, noyée dans plusieurs choses, on va dire. À l'époque, c'était encore ma grand-mère, quoi. Et après avoir difficilement écrit les phrases que ma mère me dictait, m'aider à écrire, parce qu'à 5 ans, on ne sait pas non plus écrire de ouf, sans faire de faute, avec mon stylo plume de l'époque spécial pour l'école. J'ai pris ma plus belle plume pour écrire ma meilleure lettre. D'ailleurs, stylo plume impossible à acheter sans l'aide pour la rentrée scolaire à l'époque. C'était pas facile, donc le jour où je le faisais tomber et que je pétais la pointe,
My God, c'était une galère. J'ai glissé dans l'enveloppe précieusement mon petit dessin avec ma petite lettre et on l'a posté. J'étais fière de voir quelques semaines plus tard mon dessin et ma lettre accrochés sur le frigo de ma grand-mère qui trônait tel un chef-d'œuvre, alors que pas du tout. Mais j'avais 5 ans, mais ça me fait tellement plaisir. Et c'était les premières vraies reconnaissances de mes compétences, en fait, en mode ah, c'est bien ce que tu fais, quoi. Et alors que j'avais que 5 ans, et vraiment, ça m'a marqué. Donc, c'était vraiment une reconnaissance de mes facultés à pouvoir faire quelque chose de mes mains et potentiellement de ma vie. C'était tellement chaos à cette époque et tout, on a dit des trucs pas cool et tout. C'est devenu ma safe place, si on peut dire ça comme ça. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois petit. Ça a caché mes grosses cernes là. Ouais. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'à part les langues, la littérature et encore, mais surtout l'art, il n'y avait absolument rien d'autre qui m'intéressait. Mon refuge face à la violence de ma vie et parfois de mon foyer ou de l'extérieur ou de l'école, c'était de créer quelque chose, quoi. Donc, et du coup, j'ai passé mon temps à créer, quoi. Créer. Je crois que j'ai encore pas mal de dessins d'époque, mais je m'amusais plus, quand c'était vraiment réussi, je m'amusais plus à les donner aux autres. Je sais pas pourquoi, j'aurais dû les garder. Après, quelques années plus tard, vers mes 7 ans, après l'un des plus gros traumatismes de ma vie induit par mon géniteur, mais malheureusement pas le dernier traumatisme de ma vie. Moi, je suis arrivée à Rouen, milieu d'année scolaire CE1, et il faut savoir qu'avant ça, j'avais fait... Donc ma maternelle, je l'ai fait plus ou moins au même endroit, je crois. Et après, en l'espace du CP, début CE1, j'ai fait 1, 2, 3, 4 écoles, du coup. Même si je suis passée 2 fois dans la même... parce qu'on a déménagé... on a déménagé d'un endroit pour un autre, ensuite on est revenu dans ce même endroit, puis après on a redéménagé autre part, en l'espace d'un an et demi, quoi. Et c'était vraiment une grosse période d'harcèlement, enfin, dans l'école, la deuxième école primaire que j'ai fait, où je me faisais tabasser tous les jours, je me mettais à côté des maîtresses pour pas me faire tabasser, et quand je leur disais... elle me disait mais pourquoi tu restes collée à côté de moi et tout, gna gna gna. Et moi j'étais là genre bah parce que les autres ils veulent me taper et j'ai peur. Ah c'est bon, arrête tes caprices et tout, bah je vais plus loin. Je m'écartais de littéralement 1 mètre, 1m50 max. Et parce que je savais que si j'allais plus loin c'était la fin de ma vie, quoi. Donc je savais qu'à l'époque je traînais avec les enfants harcelés aussi. C'était dégueulasse parce qu'il y avait il y avait un petit gosse en fauteuil roulant qui était hyper gentil. Des meufs qui étaient considérées, enfin des petites filles, parce qu'on était clairement des enfants à l'époque, des petites filles considérées comme moches ou avec, je sais pas, un attrait physique ou quoi qui faisait que elles étaient mal considérées et tout. Moi je comprenais pas ça à l'époque, enfin bref. Donc, du coup, avant d'arriver à Rouen, on est parti d'une cité assez violente pour une cité un peu plus calme, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et donc, je suis arrivée en cours d'année en CE1 dans une école où tous les enfants du quartier étaient réunis, les ZEP à l'époque, donc les zones d'éducation prioritaire, qui en fait, on aurait dû appeler ça les zones d'éducation qu'on laisse tomber, mais c'est pas grave. Et je quittais une école stigmatisée pour une autre, parce que avant j'étais dans une école de quartier, après j'étais dans une école aussi de quartier encore pire, et après je suis arrivée dans une école de quartier entre les deux, quoi. Et je me rappelle d'un souvenir avant que je parte de ma première cité. C'est les enfants qui m'ont dit qu'ils étaient contents que je parte, car de toute façon ils m'aimaient pas. Alors que c'était littéralement les 2 gosses avec qui je traînais depuis depuis tout mon CP, tu vois. Et je me souviens, ça m'a brisé le cœur. C'est un souvenir qui est tellement limpide encore. Je me souviens de tout. Je me souviens de la disposition de la classe qui était accrochée au mur, où était la maîtresse et tout. Je me souviens du visage de ces 2 garçons alors que je me souviens pas forcément de leur prénom. Et je me rappelle même du cours qu'on faisait, on reproduisait l'œuvre faite à la base de découpage de monsieur Henri Matisse.
Icar, ça s'appelle. Vous chercherez ou je vous mettrai une petite image. Ça date de 1946. En fait, on était en train de reproduire ça. Et là, je me suis mise à pleurer, mais vraiment à chaudes larmes et tout. Et parce que je pensais que c'était mes amis dans mon innocence la plus naïve. Et la maîtresse est restée indifférente. Vraiment indifférente, noyée dans sa quarantaine d'élèves parce que souvent quand je raconte aux gens qu'ils n'ont pas du tout évolué dans le même milieu que moi, qu'on pouvait se retrouver à 40 voire 45 par classe, ils me disent c'est pas possible et tout, parce que eux ils étaient dans des classes, ils habitaient en campagne ou ce genre de choses, les classes étaient moins bondées, moi j'habitais en cité, dans des ZEP, donc on mettait tout, les enfants d'immigrés, les enfants de quartier, de cité, machin, tout ce que tu voulais, enfin... Moi, dans les écoles que j'ai fréquentées quand j'étais petite, il y avait très peu de personnes blanches, par exemple. Je trouve ça... Donc, en fait, juste pour un petit message, on n'a pas besoin d'être racisé pour être méchant. Hein. Pour finir sur ce souvenir, je me rappelle aussi que le jour où je partais, la maîtresse, elle partait aussi. Je ne sais plus pourquoi. Et... les enfants étaient tristes, mais tristes de la voir partir. Et ils étaient tellement plus concentrés sur eux et les parents d'élèves, hein, à lui créer un moment d'adieu à elle, que moi, comme d'hab, je n'existais pas, quoi. J'étais un petit fantôme. Enfin, c'est pour ça, en fait, aussi que je suis vraiment pas bien. Enfin, j'ai tout perdu et tout. J'ai l'impression d'avoir vraiment tout perdu. Je suis complètement en train de changer, je suis tout le temps en colère et tout parce que la seule personne qui m'a toujours vue, qui m'a jamais ignorée et qui a toujours pris soin de moi, elle est plus là et même moi finalement je prenais aussi soin d'elle, autant soin d'elle et j'arrive même pas à rediriger cette force pour moi quoi. Bon, voilà, vidéo pas facile à tourner, mais comme toutes les vidéos, j'ai envie de dire. J'étais là, je me rappelle à cette époque, même si j'étais hyper jeune, j'étais déjà là, à quoi bon, enfin... J'avais bien compris que j'étais pas du tout importante, ni nécessaire, ni voulue dans cet écosystème qu'était l'école. Et je l'ai ressenti pendant très longtemps, voire toutes mes études. Et j'en ai jamais parlé à ma mère, elle en avait pas besoin, enfin... Je compte même plus le nombre de fois où elle s'est démenée pour arrêter le harcèlement que je subissais à l'école, les mauvais comportements des professeurs, bien la stigmatisation que je pouvais subir, le racisme parfois, parce que bon, voilà les ZEP, hein, pour tous ceux qui ont été en ZEP, je pense qu'ils comprennent très bien ce que je veux dire, et au pire je pourrais carrément faire une vidéo là-dessus. Mais ouais, à l'époque... c'était dur, le racisme, le sexisme aussi, beaucoup plus d'ailleurs. Quitte à tenir tête à chaque directeur, directrice, CPE, professeur, ma mère elle était tout le temps là. Et vraiment en fait je la prévenais quand je pouvais plus gérer le truc toute seule, quoi, où ça devenait trop. Et j'étais là, de toute façon moi ils m'écouteront jamais parce que je suis une gamine qui connaît rien à la vie, hein, et du coup faut que ce soit ma mère qui vienne dire exactement la même chose pour que ça passe. Qu'est-ce que pouvait représenter une femme face au système scolaire à l'époque? Pas grand-chose, et finalement encore maintenant. Donc merci à ma mère pour ça. Merci à maman de t'être toujours battue pour moi, pour nous 4, pour nous 5 finalement, elle et ses enfants. Et je peux vous dire, ouais, par exemple, le jour où il y a une prof en CM2 qui m'a foutu une tarte, ma tête elle a rebondi contre 2 tableaux et que ma mère elle a su ça, le lendemain elle est arrivée à l'école, elle l'a pris entre 4 yeux, elle m'a dit la prochaine fois que vous touchez ma fille, c'est moi qui vous mets une tarte. Et je peux vous dire qu'elle était gentille avec moi la maîtresse après, hein. Donc bref. Arrivée dans la ville dans laquelle j'habite toujours, donc on est à ce moment-là mi-CE1, nouvelle classe. Et surtout, nouvelle de la classe. À peine mon pied avait effleuré le sol de la cour que le harcèlement a réellement commencé.
Pourtant, c'est cette même année, dans cette classe, que j'ai vécu l'une de mes plus belles expériences cinématographiques. Nous sommes allés voir Mon voisin Totoro au cinéma pendant mon année de CE1. Et révélation. Médusée par les couleurs, le style graphique, l'histoire si différente des Disney que je trouvais déjà un peu fade de mes 7 petites années. En même temps, après tout ce que j'avais vécu, le prince qui vient tout le temps sauver la princesse, j'étais là, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. C'était un peu ma vie représentée dans une animation singulière et magnifique, parce que tout le monde a beau dire que Mon voisin Totoro c'est plat, machin, gna. Vous voyez pas ceux qui disent ça, vous voyez pas les messages qu'il y a derrière, à quel point le père il trime et tout. Les enfants, faut qu'ils se créent une bulle pour pouvoir passer tout ça, passer ce que traverse leur mère. J'essaie de pas trop spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pas de femme en détresse, enfin. 2 petites filles qui essaient de vivre correctement malgré les aléas que leur impose la vie. Ma vie représentée, tout simplement. C'est lorsque les lumières se sont rallumées que j'ai décidé que le dessin serait mon avenir, ma passion, mon rêve et ma réalité. Enfin, je dessinais déjà à l'époque, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire plus tard. Spoiler alerte, je ne suis pas dans l'animation. Le crunch et la vie H24 au boulot pour des clopinettes, finalement, quand j'ai appris ce que c'était vraiment la vie. Voilà, mais c'est pas grave, on se réalise autrement. Après ça, j'ai jamais flanché. Malgré la marée d'êtres humains qui ont affublé mes roues de bâton, genre atelier d'art, inscription aux ateliers artistiques de l'école primaire, collège, lycée, vouloir participer à chaque pièce de théâtre. Encore plus lorsqu'on les écrivait nous-mêmes, parce que c'est déjà arrivé au collège, chaque club qui m'ont accueilli, échec, russe, langue des signes, et d'autres que je dois oublier, mais celui auquel je suis restée après pendant 4 ans, c'est Djembé et danse africaine où je m'éclatais le plus et tout. Et vraiment le collège, c'était pire période scolaire de ma vie. Pour le coup, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie. Mais c'était vraiment le pire harcèlement que j'ai jamais vécu, que ce soit dans le collège ou à l'extérieur dans la rue et tout. C'était vraiment... Enfin, en primaire, il m'est arrivé des dingues, mais au collège, il m'est arrivé des plus grosses dingues. J'arrive au lycée, toujours harcelé. En plus, on déménage à ce moment-là, on va dans les communes alentours à Rouen, parce qu'en fait, faut savoir que Rouen, c'est une ville moyenne, on va dire, enfin moyenne grande, sur 2 rives, rive droite, rive gauche. Et tout autour, il y a les communes, donc plein de petites moyennes villes. Mais en fait, d'une certaine manière, elles sont toutes liées à Rouen. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un habiter à Petit-Quevilly, rester H24 à Petit-Quevilly. T'es forcément obligé de passer par Rouen un moment, quoi. Et du coup, généralement, on compte le nombre d'habitants de Rouen avec ses communes. Donc ça fait pas mal de gens. Et même moi, quand du coup on a déménagé dans une commune vraiment juste à côté, limitrophe, et après un peu plus loin, je continuais à tout le temps aller sur Rouen. Enfin après, de toute façon, j'ai changé de lycée après la seconde pour un lycée à Rouen, donc j'étais forcément obligée de. Mais voilà, vous vouliez apprendre une spécialité, c'était sur Rouen, quoi. C'était rarement pas. Et donc, arrivé au lycée, toujours harcelée, mais heureusement, je peux prendre l'option art plastique et m'évader quelques heures par semaine, c'est déjà ça. Merci à ce professeur d'ailleurs de l'époque incroyable qui nous a permis d'alimenter nos rêves, de faire de super rencontres, d'apprendre des vraies choses finalement. C'est le seul moment de ma vie où j'ai appris ça et l'année que je me suis payée, mon année préparatoire pour les écoles d'art et tout, c'est les 2 moments où j'ai réussi à apprendre quelques petits trucs et encore. Et en plus, on a fait des rencontres de malades avec ce prof. On a rencontré la personne qui a créé les lapins crétins, genre comme ça, au calme. Bonjour, je vous présente quelqu'un aujourd'hui. Ah ouais, c'est qui? Oh, rien, c'est juste la personne, vous voyez, qui a créé je sais pas si vous connaissez les lapins crétins. Ça passe à la télé. Ah. Et
Et voilà, après j'ai changé de lycée, je suis allée au lycée artistique Jeanne d'Arc à Rouen et impossible de rentrer dans des vraies filières art appliqué, art plastique ou quoi. Enfin, art appliqué, j'avais fait le concours, j'étais 3e sur les attentes sur une centaine de personnes, donc c'est déjà un truc qui valide tous tes efforts. Mais finalement, quand j'ai appris qu'il y avait des maths hyper poussées, j'ai dit non merci, je vais aller en L. J'aurais bien aimé faire art plastique, mais c'était vraiment... il y avait peu de place en fait. Vraiment, c'est un lycée artistique, mais tu sais, il y a une classe d'art plastique par année, ça n'a aucun sens, limite, bref. Et du coup, mais j'ai réussi quand même à rentrer parce que c'était vraiment mon ticket de sortie, tu vois, de vouloir faire une spécialité. Donc j'ai fait 3 ans, non 2 ans, c'était tellement d'histoire de l'art. Bah, j'ai pas forcément eu les meilleurs profs du monde, comme d'habitude. Je pense que sinon j'en aurais retenu beaucoup plus. Mais après, j'ai beaucoup appris. Hein. Ça, c'est clair et net, l'histoire de l'art. C'est vraiment, je pense que si quiconque veut vraiment apprendre à dessiner, machin et tout, il devrait s'intéresser à l'histoire de l'art, tout simplement. C'est un minimum, je pense, même si ça vous éclate pas. La théorie, c'est pas ce que je préfère, quoi. Mais malheureusement, les connaissances, c'est obligatoire. Enfin, peu importe où tu les prends, les connaissances, c'est obligatoire. Et du coup, j'arrive à Jeanne d'Arc. C'est lors de mes 2 dernières années de lycée, donc première et terminale, que j'ai pu, en travaillant hyper fort, parce que vraiment j'ai travaillé pour pouvoir changer de lycée, intégrer la filière littérature à l'époque, option histoire de l'art. On est là, encore des professeurs qui priment les règles et leur ego sur le bien-être de leurs élèves, quitte à rabaisser soit devant toute la classe, soit devant tous les autres professeurs lors des conseils de classe. Oui, ça m'est arrivé plein de fois, oui, effectivement. Pour la plupart, en plus, amusés de la situation. Enfin, franchement, c'était leur petit kiff, à croire que leur vie n'était pas incroyable. Je compte pas le nombre de fois où l'on m'a traité de sotte. Je savais même pas ce que ça voulait dire au début. J'ai demandé à ma mère, maman, ça veut dire quoi, sotte? Elle me dit, bah, ça veut dire que t'es débile. Pourquoi? Bah, je sais pas, ma prof, elle m'appelle tout le temps comme ça. Ok. Ouais, la première fois que j'ai entendu ça, c'est quand j'avais effacé le mauvais tableau et que je me suis pris la fameuse claque en primaire. De menteuse, j'ai été traitée de menteuse aussi, car j'ai eu le malheur de développer des maladies chroniques peu reconnues et d'être suivie aussi par un médecin qui était remplaçante à l'époque. Ouh là là, depuis des années, mais... Et du coup, on me sort... ouais, c'est faux, t'as pas de maladie, tu fais genre juste pour pas passer le bac de sport. En plus, ton médecin, c'est pas un vrai médecin vu que c'est un médecin remplaçant. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce prof? Après, j'ai été traitée de quoi d'autre? De moins que rien, car je pouvais pas être présente à tous les cours dans un lycée à 1 heure de route de chez moi, étant trop prise à ramener les petits à l'école, aller les chercher, faire les devoirs, manger le bain, les coucher, faire mes devoirs, mes DM, mes dissertations, parce que je rappelle qu'en littérature, t'en as des dissertes. Tout le temps, dans toutes les matières, c'est atroce. Enfin, c'est atroce. Ça aurait pu être cool, franchement, j'aurais pu plus kiffer mon lycée, mais malheureusement, c'était pas possible. Lire les livres que je devais étudier, comme Spleen et Idéal, Les fleurs du mal de Baudelaire, Candide de Voltaire, Madame Bovary par Flaubert, livre que je déteste par ailleurs. Prendre une douche, recommencer le lendemain, sachant que j'avais cours du lundi au samedi, comprenant le mercredi. Le mercredi, en plus, ma dernière année, je crois, j'avais aussi cours l'après-midi. Enfin, j'avais genre 4 heures d'histoire de l'art l'après-midi. Et le vendredi après-midi, j'avais genre 3 ou 4 heures de littérature. Je n'allais pas très souvent le mercredi en terminale, voire jamais. Le samedi, j'y allais jamais. C'était des 2 heures de bac blanc, en fait, à chaque fois. En philo et en histoire géo, vas-y, j'allais pas me lever pour ça, faire 1 heure de route et tout, machin. J'ai autre chose à faire, genre dormir. Ça m'a pas empêché d'obtenir mon bac avec mention, hein, franchement. Donc, bon, plusieurs années plus tard, après 2 ans de déception à la fac, et plusieurs emplois, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans dans la blanchisserie du CHU de ma ville, c'était atroce. J'ai utilisé la totalité de mes deniers durement gagnés pour me payer mon année préparatoire en art.
Et à la fin de cette année, j'ai été acceptée dans de très bonnes écoles, très sélectives, après plusieurs concours. Malheureusement, pas d'argent. Et puis surtout, au début de la maladie de ma mère. Donc moi qui ai toujours rêvé de faire des études, d'avoir un diplôme, c'était mort. Et tout ça, sans jamais lâcher, tout ce que je vous raconte, c'est sans jamais lâcher mon crayon, sans jamais arrêter de créer, sans abandonner, et sans jamais arrêter de travailler, que ce soit sur mes cours, parce qu'un minimum il le fallait quand même si je reconnais que j'avais quelques facilités, j'étais pas Einstein, surtout que moi j'ai une logique différente de ce qu'on applique en cours, ce qui fait que il y a plein de choses que j'ai pas compris. Je pense que je suis une dyscalculique cachée parce que les chiffres, tu me donnes 3 chiffres dans ta phrase, j'ai rien compris. Alors que ça peut être super logique, enfin ça n'a aucun sens. Et mais j'ai fait avec, j'ai compensé, j'ai fait avec, j'ai eu mon bac. J'ai jamais abandonné, j'ai continué à travailler pendant la maladie sur mon art. Jamais cessé de créer et encore maintenant. Essentiellement, ce que je fais quand j'arrive à faire quelque chose, c'est créer quelque chose. Je sais pas faire autre chose en fait. Je sais pas faire autre chose. J'aime bien vous faire des plans différents. Après ce pavé, franchement, j'attends qu'on me trouve quelqu'un de plus déterminé que moi. Et encore, beaucoup de détails sont passés sous silence parce que sinon la vidéo va faire 1000 ans et j'ai pas trop la force non plus de... Je pense que quand j'irai un peu mieux là-haut et dans ma vie et au niveau de ma santé, parce que c'est vraiment une cata en ce moment, il faut que je m'en occupe d'ailleurs. Je l'ai vraiment laissé de côté, enfin pas ma santé mentale, mais ma santé physique à balle et... Enfin bref. J'avais déjà quelques soucis avant le décès de ma mère et tout, et donc ça a commencé il y a 6 mois et j'ai laissé tout tomber, donc je vous laisse imaginer. Mais enfin bon. Pour la maladie de ma mère, pour ceux qui ne comprennent pas, je vous renvoie à mes autres vidéos, l'intro et mon premier vlog, le journal d'un deuil. Et pour les autres, bah, vous savez déjà de mettre en fin de vidéo, si j'y pense, le premier épisode de mon vlog. Et vous apprendrez plus de détails dedans. Mais en tout cas, c'était, je pense, une bonne introduction dans mon monde. Avec ces 3 vidéos, je pense, un peu tous les, les détails que vous devez savoir pour un peu me cerner, comprendre qui je suis et pourquoi je suis là, etc. etc. Je suis pas sûre que le deuxième épisode de vlog soit sort tout de suite parce que j'avais dit que que je segmenterais par mois, que je vous raconterais un peu ce qui s'est passé et en même temps j'ai pas trop la force de faire ça, donc je réfléchirai, soit j'ai la force et je vous fais ça, soit on commence vers mai-juin et sachant que là on est le 5 juillet et que ouais, j'ai un peu de matière, même si je filme pas tout, je peux vous raconter et tout, mais je verrai. Et je ferai forcément un récap à un moment, quoi. Mais pour l'instant, là, je suis trop... pour être honnête, je vais trop pas bien pour me faire du mal à faire cette vidéo, quoi. Donc je vous la sortirai un jour, mais pas pour l'instant. Je donne tout ce que j'ai pour survivre et pour vivre de ma passion. Même si des fois, je se lever le matin, c'est dur sa mère. Notamment via le tatouage et via plein d'autres rêves que j'ai là-dedans et que j'aime appeler aspiration, même si pour l'instant ce sont que des petits rêves. Déjà, avoir une vie stable, vivre pour moi, savoir s'occuper de moi et réussir dans le tatouage, c'est déjà, je trouve, des goals tellement durs à atteindre pour l'instant. Mais ça va le faire. Justement, inspirée, j'ai peut-être un peu trop écrit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. C'était mon premier petit chat, bienvenue dans mon monde. Le prochain petit chat, ce sera, je pense, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne concrètement, les concepts. Donc ce sera une vidéo un peu plus chillax, un peu plus joyeuse que ce que je fais pour le moment, parce que c'est un peu la tristesse, c'est nul. Donc n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner si vous avez bien aimé,
à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis nous, on se retrouve pour quelle autre vidéo qui sort sur ma chaîne. Vous trouverez forcément, je pense, quelque chose à votre goût. Et puis voilà, je vous dis au revoir. C'était Zelek. Ciao.